Dans l'actualité de ce lundi, distribution irrégulière de l'eau à Djamalai. Un collectif de femmes manifeste devant les locaux de la Sen'Eau à Yoff. 6 mois durant qu'elles vivent le supplice du manque d'eau. Trop, c'est trop, disent-elles. Situation similaire au quartier Arafat 2 de Grand Yoff. Depuis 2 semaines, les populations ont difficilement accès à l'eau. Reportage édifiant à suivre. Après Pfizer et BioNTech, un autre laboratoire américain de biotechnologie, Moderna, annonce un vaccin efficace à 94,5% contre le coronavirus. Un résultat obtenu au cours des essais de phase 3, l'ultime étape avant la mise sur le marché. Comment le Sénégal se prépare à la disponibilité du vaccin ? Toutes les dispositions seront prises sous la férule du comité scientifique pour que les Sénégalais se fassent inoculer le vaccin. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, vous l'entendrez. Maître Augustin Senghor rêve plus grand. Le président de la Fédération sénégalaise de football veut diriger le football africain. Il promet un programme ambitieux et innovant. Sa candidature sera officielle après avoir passé le contrôle d'éligibilité. Dans ce journal, nous vous parlerons également des autres candidats à la présidence de la CAF. Elles iront devant le palais présidentiel s'il le faut pour réclamer de l'eau. Des femmes du quartier de Djamalai ont tenu un sit-in devant les locaux de la Sen'Eau pour dénoncer la distribution irrégulière de l'eau à Djamalai. Elles vivent la situation inconfortable depuis plus de 6 mois. Reportage à Maïmouna Ndiaye et Amadouba. Elles ont quitté le même quartier, Djamalai. Direction l'agence SDE de Yoff. Devant ces locaux, ces dames ont exprimé leur mécontentement. Les camions citernes en charge de la distribution d'eau, elles n'en veulent plus. Nous le remettons en question parce que la qualité de l'eau est douteuse. La qualité est douteuse. Si tu puises cette eau, après tu déposes ça, tu vois, c'est tout à fait rouge au fond. La contradiction des factures jugées trop salées. Les gens se plaignent. Les gens se plaignent parce que les factures sont salées. Et quand la facture arrive, il y a un délai. Et si tu ne respectes pas le délai, on te coupe l'eau. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas. Leur doléance, une distribution d'eau équitable. Avec ce Covid-là, personne n'a de l'argent. On va acheter de l'eau filtrée pour vivre. Alors qu'on a un contrat qui est rompu par la Sen'Eau et ce n'est pas normal. Donc nous dénonçons ça avec la plus grande vigueur et pensons que les autorités vont tenir compte de ça et vont réagir par rapport à ça. On ne peut pas rester 5 mois, 6 mois depuis le Covid. On n'a pas de l'eau de façon régulière. Donc si ça ne se règle pas, on ira au ministère. Et si au ministère ça ne se règle pas, on ira devant la grille du palais. Voilà. Parce que nous sommes des femmes et nous voulons rappeler au président que nous sommes fatigués. En attendant, le collectif des populations de Djamalai continue de dénoncer ce qu'il appelle injustice. Maintenant, le liquide précieux ne coule plus aussi depuis près de 2 semaines au quartier Arafat 2 à Grand Yoff à Dakar. Vous allez le voir là-bas aussi, les populations se débrouillent comme elles peuvent pour dégoter de l'eau. Reportage édifiant, Aminata Mbaresso et Abdoulaye Diallo. Des habitants de Arafat 2 à la recherche de l'eau. Depuis plusieurs jours, les robinets des maisons ne coulent plus. Ça fait plus de 2 semaines. Cela doit faire 2 semaines que les robinets ne coulent plus régulièrement. Nous sommes obligés de faire le tour des quartiers en face, par exemple aux HLM Grand Médine. Et même là, il faut ensuite payer le transport. Et pour cela, il faut débourser 2 000 voire 3 000 francs. Moi, je peux rester de 0 heure à 4 heures du matin à attendre que les robinets coulent. Les ménagères font le tour des cités et des écoles voisines pour trouver le liquide précieux. Un quotidien pénible. La Sen'Eau, c'est à vous que je m'adresse. Pourquoi ces dysfonctionnements alors que les quartiers d'en face, les robinets coulent? C'est hyper compliqué. On ne dort plus la nuit parce qu'il faut rester des heures durant pour attendre que les robinets commencent à couler pour qu'on puisse avoir de quoi préparer les repas et également de quoi faire le ménage. Arafat 2,
Malgré sa colère, certains n'excluent pas une descente sur la voie publique. Le fait de soulever des bouteilles de 20 litres, moi depuis plusieurs jours, je souffre. Nous commençons à perdre patience. Et si la société en charge de la distribution de l'eau ne règle pas le problème, nous allons manifester à nouveau notre colère. À l'instar des autres quartiers de la capitale sénégalaise, ce quartier dans Grand Yoff vit difficilement les dysfonctionnements dans la distribution d'eau. Merci Aminata. Et les autorités, vous le savez, misent beaucoup sur le joyau KMS3 pour régler définitivement ces problèmes de la distribution de l'eau dans la capitale sénégalaise. L'État a investi 9 milliards pour la réalisation d'une ligne haute tension de 90 000 volts. Il s'agit d'un choix de sécurisation de l'alimentation en énergie des usines de Keur Momar-Sarr. Thierno Fall. La ligne haute tension du projet KMS3 est une nouvelle ligne dédiée de 90 kV qui prend en charge uniquement la fourniture en électricité des usines de traitement et de pompage d'eau de Keur Momar-Sarr. Nous avons plusieurs composantes. Parmi ces composantes, il y a la canalisation qui fait 216 km. Cette canalisation est déjà posée, essayée. Il reste la mise en service. Cette ligne achetée donc est aujourd'hui en train d'être raccordée. C'est une étape décisive, importante, qui permet d'énergiser la station. Aujourd'hui, c'est la fin des travaux d'installation de cette ligne achetée qui a été raccordée au poste électrique de Sakal qui l'alimente en énergie. Les travaux de raccordement de la ligne achetée est arrêté la dernière étape du projet qui va nous permettre de raccorder la ligne que nous avons construite au réseau de Manantali. Ce qui va nous permettre de mettre sous tension la ligne et d'alimenter en électricité l'usine de traitement et de pompage de Keur Momar-Sarr. Cette ligne haute tension constitue une évolution notable car elle comporte beaucoup d'avantages par rapport au réseau moyenne tension qui jusque-là alimente l'usine de Keur Momar-Sarr. Les usines de Keur Momar-Sarr qui représentent 30% de notre capacité de production qui arrive à Dakar sont de tout le temps alimentées par le réseau moyenne tension. Avec cette ligne, où nous passons sur une autre échelle. C'est une ligne 225 ou 225 000 volts coupée en 90 000 et nous sortons à Keur Momar-Sarr à 30 000 volts, ce qui va nous donner une qualité de l'électricité qui n'est même pas comparable. Très prochainement, la mise en service de cette ligne sera effective avec les essais techniques de l'usine KMS3 qui, dans sa première phase, produira 100 000 m3 jour. Merci Thierno. La colère gronde également à la compagnie sucrière sénégalaise. Des travailleurs dénoncent une importation de sucre de l'ordre de 7000 tonnes. Selon eux, des commerçants en connivence avec des agents du ministère du Commerce obtiennent de fausses déclarations d'importation des produits alimentaires. Voici leur porte-parole, Cheikhouna Naram, avec notre équipe à Saint-Louis. Des fonctionnaires corrompus qui falsifient, manipulent frauduleusement des DIPA. Ils ont déversé plus de 70 000 tonnes de sucre sur le marché, alors que leur part dans la répartition du GAB ne devrait pas dépasser 20 000 tonnes. Ceci entraîne une situation de main-vente jamais égalée dans l'histoire de notre pays et par risque, par ricochet, nous expose à la perte imminente d'emplois de milliers de pères de famille. Face à ce banditisme organisé, orchestré par des délinquants, trafiquants et lobbies de tout genre, nous travailleurs, debout plus que jamais motivés, préférons la mort qu'à la confiscation de notre gagne-pain. C'est pourquoi nous interpellons l'État et au premier plan, Monsieur le Président de la République Macky Sall, l'opinion nationale et les autres entreprises qui souffrent de la même situation, que ça cesse et plus jamais ça. Que ça cesse et plus jamais ça. Que ça cesse et plus jamais ça. Tout autre chose à présent, la course au vaccin contre le coronavirus s'intensifie après Pfizer et le laboratoire allemand de biotechnologie BioNTech Moderna. Un autre laboratoire américain de biotechnologie annonce un vaccin efficace à 94,5%, alors que Pfizer se prévalait d'un score impressionnant de 90%. Moderna revendique un pourcentage plus élevé encore avec 94,5%.
99,5%. Et comme Pfizer, Moderna annonce avoir obtenu ce résultat au cours des essais de phase 3, qui est la dernière étape de test clinique avant la mise sur le marché. En ce qui nous concerne, le ministre de la Santé et de l'Action sociale assure que les dispositions sont prises pour qu'une fois disponible, le vaccin soit à la portée des Sénégalais. Le tout, bien sûr, sous la férule du comité scientifique, ce cénacle chargé d'élaborer et de mettre en application la stratégie de riposte. Mais pour l'heure, il est très tôt de parler de commande. Le Sénégal, en matière de prévention, est assez avant-gardiste. On a la direction de la prévention qui aujourd'hui gère toute notre politique de vaccination. Et dans cette politique de vaccination, nous sommes effectivement donc dans un schéma non seulement africain, mais mondial. Africain par le biais de l'OMS au niveau africain, mais mondial aussi dans le cadre de ce partenariat avec l'ensemble des pays. Ce que je veux dire par là, c'est que le Sénégal a déjà pris toutes les dispositions, à la fois scientifiques et financières, pour bénéficier de toutes les avancées en la matière. Nous ne pouvons pas aujourd'hui vous parler de commande, ou en tout cas vous parler de, j'allais dire, livraison, mais ce que je peux vous dire pour rassurer les populations de manière globale, c'est que le Sénégal a pris toutes les dispositions au plan scientifique, au plan organisationnel et au plan financier pour ne pas être à la traîne. Quand il y aura un vaccin, le Sénégal participera de manière remarquable et fera partie des pays qui auront ce vaccin au bonheur de toutes les populations sénégalaises. Et retenez qu'une personne a succombé ce dimanche à la Covid-19 et 8 Covid+ ont rapporté. Aujourd'hui, 3 personnes développent la forme grave de la maladie. 10 minutes suffisent désormais pour connaître son statut Covid avec la plateforme Diatropix lancée aujourd'hui par l'Institut Pasteur. C'est une plateforme pour les tests de diagnostic rapide à la Covid-19, mais pas seulement. Mamadou Fall et Papsa Boudembaye. Je déclare officiellement lancée la plateforme de fabrication des tests de diagnostic rapide. Diatropix est une plateforme à but non lucratif de fabrication de tests de diagnostic rapide dédiée aux épidémies et à la pandémie de la Covid-19. Le Sénégal tient son moyen très efficace de lutter contre le SARS-CoV-2. Nous venons d'avoir, au niveau de l'Institut Pasteur, un maillon essentiel dans le système de santé qui fait effectivement faire des pas de géant au diagnostic et à la détection, non seulement pour la Covid-19, mais de manière globale pour l'ensemble des épidémies. Plus la peine d'attendre des heures pour savoir si on est infecté ou pas. Les tests ont une durée de 10 minutes. Il y a 2 types de tests. Il y a un test qu'on peut faire au bout du doigt qui va mesurer l'exposition par rapport au diagnostic qui peut être extrêmement utile et important dans des cas soit pour du diagnostic, soit pour suivre des contacts ou pour évaluer le niveau de circulation du virus. C'est ce premier test qui sera mis à disposition et ce test, il n'excédera pas $1. C'est ça pour ce test-là. Le deuxième test qui va être fait, qui est actuellement en cours de transfert, est un test qui va se faire avec ce qu'on appelle la détection de l'antigène, qui lui va nécessiter qu'on fasse un prélèvement au niveau du nez et de la bouche. Et ce premier test, c'est celui qui est entre ce deuxième test est en train d'être transféré actuellement et pourra être disponible dès qu'il sera complètement transféré ici. Une plateforme qui participe à l'universalité des vaccins. Permettez-moi cependant de ne souligner qu'une seule de ces priorités parce qu'elle est de la plus brûlante actualité, celle d'assurer l'accès universel à un vaccin contre la Covid-19. Plusieurs maladies sont prises en compte par ce nouveau test rapide, à savoir la Covid-19, la rougeole, la rubéole, la méningite bactérienne, la maladie à virus Ebola, la dengue et la fièvre jaune. Merci Mamadou. Le phénomène de l'immigration clandestine ne concerne pas, hélas, seulement les villes côtières. Des jeunes de Thiès, précisément dans le département de Tivaouane, tentent aussi de rejoindre l'Europe. De jeunes artisans et parfois des élèves font aussi le choix de l'immigration clandestine. Le maire de Ngaï Mékhé en appelle à la responsabilité des parents. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Dans le but de sensibiliser les élèves et artisans à cette expédition dangereuse, le maire de Ngaï Mékhé a rencontré les acteurs de l'éducation et de mettre en exergue l'éducation pour convaincre les jeunes à se fixer dans leur terroir. En commençant par l'inspection, les directeurs d'école, les enseignants, les parents d'élèves et tous ceux qui s'activent
autour de la municipalité, notamment le conseil municipal, les partenaires qui sont dans les quartiers. Nous souhaitons que ces enfants que vous avez en encadrement puissent prendre le relais demain et soient meilleurs pour qu'aujourd'hui Mékhé reste une référence mondiale en termes de production intellectuelle, en termes de connaissances et en termes de leadership. Vous en êtes capable. Parce que c'est en construisant Mékhé que nous pourrons construire le département, construire la région, construire le Sénégal. Selon toujours le maire, Ngaye Mékhé regorge de potentialités économiques énormes. L'artisanat joue un rôle essentiel dans le développement économique de la localité. Aujourd'hui, Mékhé est très connu en tant que centre commercial et capitale de l'artisanat du Sénégal, c'est bien. Mais je peux vous affirmer que Ngaye Mékhé est encore connu au niveau de la place internationale parce qu'il n'y a pas d'institution internationale où vous pouvez aller sans trouver un ressortissant de Ngaye Mékhé. Le maire de Ngaye Mékhé a donné aux enseignants un appui de 12 millions de francs CFA en fourniture scolaire. Et Chantal, les rescapés de l'immigration clandestine ont tous besoin d'un suivi psychologique. C'est aussi le plaidoyer de la plateforme Stop Immigration Clandestine. Plateforme initiée par des jeunes de Nianing. Ils ont lancé des avis de recherche sur des sites avec le mince espoir de retrouver des candidats disparus. Leur porte-parole avec notre équipe à Mbour. Nous avons rencontré d'abord la directrice de l'hôpital de Mbour pour trouver des solutions d'assister les victimes. Donc on a subi une formation et on est descendu sur le terrain pour faire des enquêtes auprès des victimes pour savoir quels sont leurs besoins psychologiques et aussi quels sont leurs besoins sociaux. Donc on était sur cette lancée-là. En Nianing, il y a environ une dizaine de disparus. Par rapport aux autres aussi, il y a certains qui ont pris la pirogue à Nianing et qui ne sont pas des Nianingois et qui ont disparu. Nous sommes à la recherche de plusieurs personnes même. On a reçu des messages, des appels, donc des parents qui ont perdu leurs enfants, qui ne savent pas dans quelle situation sont leurs enfants. Nous avons donc lancé des messages, nous avons publié des photos, mis des numéros pour qu'on puisse trouver quand même des informations par rapport à ces jeunes-là dont on ignore jusqu'à présent leur situation. Alors maintenant à Tambacounda pour parler agriculture avec la mise en place d'un collège des producteurs agricoles. Ces producteurs semenciers ont décidé de conjuguer leurs efforts en prélude à la récolte. L'objectif est d'éviter le bradage de la production d'arachide. Moussa Omar Gueye, Amadou Djedjo. Pour mieux faire face aux préoccupations liées au retard sur l'accès au financement pour la campagne de commercialisation de l'arachide, entre autres défis à relever, le collège des opérateurs agricoles de la région de Tambacounda vient d'être porté sur les fonds baptismaux. Le cadre de professionnalisation n'était dispersé au niveau de la région de Tambacounda. Il est temps qu'on s'organise pour mieux relever les défis économiques de notre région. Donc nous sommes en phase aussi par rapport aux politiques stratégiques de l'État. On aura un tableau de bord et on aura aussi une situation de référence qui fait quoi dans notre région. Et l'accès au financement par rapport à la commercialisation, aussi faciliter aussi la bonne production de semences. Nous sommes là, nous sommes en train de préparer, de discuter avec nos partenaires et autres, mais on attend la fixation officielle du prix, parce que jusqu'à présent on attend. Parce que l'année dernière, bon, c'était une année, je peux dire, morose, n'est-ce pas? Donc, pour pallier à ça, on a mis ce cadre pour mieux s'organiser, pour mieux lever des fonds, pour mieux travailler en synergie avec les partenaires industriels aussi qui sont là. Avec une bonne répartition de la pluviométrie dans le temps et dans l'espace, les producteurs agricoles espèrent un rendement record cette année. Recrudescence des feux de brousse dans la zone sylvo-pastorale. Plusieurs pare-feux ont été installés à Labgar et à Tessé-Kéré. Le phénomène préoccupe les populations et le ministre de l'Environnement et du Développement durable annonce que des systèmes de protection seront installés à Doli afin de préserver le tapis herbacé. Mohamed Moustapha Ndiaye et Omar Ka. Depuis la fin de l'hivernage, le tapis herbacé est devenu la proie des flammes, multipliant du coup drames et destructions du patrimoine forestier. Pour éviter que l'irréparable ne se produise, les populations font toutes sortes d'alternatives comme l'ouverture des pare-feux. On a senti
qu'il y avait des feux qui commençaient à se déclarer dans la zone. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une lutte préventive. C'est pour cela qu'on est en train d'ouvrir ces pare-feux pour essayer quand même de stopper, de freiner, d'atténuer l'allure en tout cas des feux avant qu'ils ne se propagent. Un combat qui nécessite l'implication de tous. Nous devons veiller à la protection du tapis herbacé en interdisant aux éleveurs d'utiliser tout objet qui peut provoquer ces feux de brousse. Des niveaux différents. Donc le premier niveau, c'est dans le cadre de la prévention. On est en train aujourd'hui de faire des séances de sensibilisation à nos parents transhumants. Qu'une fois sur place, s'ils décident de quitter pour aller dans une autre localité, de s'assurer que le feu est éteint. Autre élément de sensibilisation, c'est les chauffeurs et les apprentis. Il faudrait que les chauffeurs nous aident dans le cadre de la sensibilisation pour éviter à ce que ces fumeurs puissent jeter de la cigarette aux abords de la route parce que ceci pourrait aussi provoquer des feux de brousse. Le Sénégal a enregistré 29 cas de feux de brousse qui ont décimé 5480 hectares de tapis herbacés. C'est du moins la déclaration faite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, qui a procédé à l'ouverture des pare-feux à Doli. Nous avons estimé depuis le début de la période jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous avons enregistré globalement 29 feux de brousse. 29 feux de brousse qui ont ravagé près de 5491 hectares. De Doli où nous avons 87 500 hectares. Nous sommes à près de 375 km de pare-feu ouverts. Merci beaucoup Mamadou Moustapha. Je vous le disais en titre, il veut diriger le football africain. Maître Augustin Senghor confirme sa candidature à la présidence de la CAF. Il promet un programme ambitieux et innovant pour un football africain performant et plus attractif. Pape Faranig et Diafaraba. Redresser la Confédération africaine de football pour une meilleure gestion, l'une des motivations de la candidature de Maître Augustin Senghor, le patron du football sénégalais, prône l'unité, la performance et l'attractivité du football africain. Plus de 15 fédérations soutiennent sa candidature. Ma candidature, elle a eu un cheminement particulier puisque justement, c'est vrai, c'est une expression de volonté propre, très forte. Mais c'est aussi la résultante des actes de confiance qui ont été posés par des collègues présidents, par des collègues membres du comité de la CAF, mais aussi par beaucoup d'acteurs. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi convaincu d'avoir le soutien du monde du football, des dirigeants les plus influents, des fédérations, que je me suis dit qu'il est temps d'y aller. Et à ce niveau-là, je peux dire que je peux comptabiliser à ce jour une quinzaine de fédérations qui m'ont directement exprimé leur volonté de me voir candidat. Convaincu d'avoir le meilleur profil pour diriger la CAF, Maître Senghor appelle les candidats de l'Afrique de l'Ouest à se joindre à lui pour unir leurs forces. Nous sommes peut-être des adversaires sur une élection, nous ne sommes pas des ennemis. Et qu'aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons gardé le contact, on se parle. Parce que des élections aussi, c'est de la stratégie, il faut se parler. J'estime, et je l'affirme ici encore, humblement, de par mon cursus, de par mon vécu, de par mon expérience, je pense être celui qui peut fédérer beaucoup d'associations nationales autour de la CAF pour que ce que nous avons toujours constaté ne puisse être de rigueur lors de la prochaine mandature, parce que c'est une mandature à la croisée des chemins, je dirais même décisive. Avec tous les remous que nous avons connus, si nous n'arrivons pas à redresser cette barque CAF, les lendemains du football africain seront menacés. Concernant l'aspect financier et le soutien des autres fédérations, Maître Senghor compte sur le soutien de tous les Sénégalais. Je pense que le Sénégalais a toujours été capable de faire preuve d'ingéniosité, de solidarité pour chaque fois atteindre son objectif. Et aujourd'hui, je vous dis que nous nous donnerons les moyens, nous trouverons les moyens les plus légaux possibles pour mobiliser les fonds nécessaires pour aller en campagne. C'est une affaire qui est une affaire nationale. La présidence de la Confédération africaine de football, un nouveau challenge de Maître Augustin Senghor, tout comme ses autres pairs africains qui n'ont jamais dirigé l'instance depuis sa création.
Merci Pape Farah. Et outre Maître Augustin Senghor, il y a 4 autres candidats. Il s'agit du Malgache Ahmad, le président sortant, qui est sous le coup d'ailleurs d'une disqualification par la FIFA. Il y a également le Mauritanien Ahmed Yahya, président de la fédération de football de son pays. Et puis l'Ivoirien Jacques Anouma, ancien président de la fédération ivoirienne de football. Et le Sud-Africain Patrice Motsepe, un homme d'affaires et président milliardaire du club Mamelodi Sundowns FC. Les candidatures validées seront connues le 12 janvier prochain et l'élection est prévue le 12 mars 2021. En attendant, le Sénégal a décroché sa 16e qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions ont fait respecter la logique en compostant leur ticket avant terme des éliminatoires. Une qualification sans toutefois donner des gages d'un triomphe continental en perspective. La tanière a montré encore une fois des carences sur le plan de la maîtrise du jeu et de l'efficacité. Le commentaire de Cheikh Sadibou Diarra. Le peuple sénégalais débute encore le rêve d'un sacre continental. Les Lions ont fait le job. L'équipe nationale du Sénégal est qualifiée à la CAN 2022 au Cameroun, à 2 journées de la fin des éliminatoires. 4 matchs, 4 victoires, 9 buts inscrits, un seul encaissé. Elle a survolé le groupe I pour composter son ticket sans traîner. Toutefois, les contenus des prestations de la première nation africaine au classement FIFA sont loin de pousser à l'euphorie. Face à la Guinée-Bissau, le Congo, l'Eswatini, pas des cadors en Afrique, le Sénégal n'a jamais rendu une copie parfaite où il surclasse l'adversaire. La sélection d'Aliou Cissé, adepte d'un football pragmatique, fait pour la plupart jeu égal avec son vis-à-vis. Pas une domination outrancière, malgré la possession de balles. Pas de festival de buts, juste des succès étriqués, grâce en plus à des exploits individuels. Le manque de fluidité dans les jeux des coéquipiers de Sadio Mané et le choix des hommes du sélectionneur sont en cause. Aliou Cissé, qui ne change presque pas de système, peine à 5 ans de présence sur le banc à bâtir un milieu de terrain qui allie travail défensif et construction du jeu. Son obstination à mettre chaque fois 2 milieux à fort caractéristiques défensifs, des joueurs costauds surtout, ne plaide pas à trouver la solution. L'autre grand chantier, les latéraux. L'équipe nationale ne joue pas assez de leurs apports sur le plan offensif. Des lacunes à corriger pour espérer battre des grandes nations du football africain et remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Les 2 prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2022, les qualifications à la Coupe du Monde ainsi que les rencontres amicales vont servir à voir la progression ou non de la sélection sénégalaise. Plus de maîtrise dans le jeu, plus d'efficacité en attaque sont nécessaires pour rassurer les Sénégalais sur sa capacité à soulever le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Plus de maîtrise dans le jeu, plus d'efficacité en attaque sont nécessaires pour rassurer les Sénégalais sur sa capacité à soulever le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci, cher Sadibou. Et rappelons que dans le groupe du Sénégal, le Congo conforte sa 2e place en revenant de son déplacement à l'Eswatini avec le point du nul blanc. Les Congolais ont maintenant 7 points à 4 longueurs de la Guinée-Bissau avec qui ils sont en lutte pour la 2e place qualificative derrière le Sénégal déjà qualifié, rappelons-le. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'info avec vous, Aram Touré. Vous recevez